Le lac de Saint-Aubin ne figurait sur aucune carte touristique de Bourgogne. Trop vaste pour n'être qu'un simple réservoir, trop profond pour inspirer confiance, et trop ancien pour que l'on sache exactement ce qui se cachait sous ses eaux. En 1985, il n'existait pas encore, du moins pas sous cette forme. Cette année-là, la vallée fut inondée suite à la construction du barrage, emportant routes de campagne, fondations de maisons, granges, une école primaire et, d'après des archives incomplètes, 3 enfants. L'affaire n'a jamais été officiellement résolue. 15 ans plus tard, à l'été 2000, le niveau de l'eau avait baissé plus que d'habitude. La sécheresse prolongée avait mis au jour des berges déchiquetées, des troncs d'arbres morts et des fragments de roches qui semblaient appartenir à un ensemble plus vaste. C'était le genre d'endroit qui attirait les pêcheurs discrets, les promeneurs solitaires et ceux qui souhaitaient passer inaperçus. Julien Morel est arrivé là-bas avec cet objectif. Il gara la camionnette blanche à bonne distance du rivage et déchargea son matériel sans se presser. Petite tente, réchaud, lampe torche, bottes imperméables. Il ne cherchait ni l'aventure ni des réponses. Il travaillait comme technicien de maintenance sur des centrales hydroélectriques temporaires et passait des semaines à sillonner la campagne française. Le lac n'était qu'une étape pratique entre 2 chantiers. De l'autre côté de l'eau, l'ancienne forêt submergée se dressait comme un cimetière vertical. Des troncs sombres émergeaient du miroir opaque, immobile, comme s'ils observaient. Julien évitait de les regarder trop longtemps. Il avait appris très tôt que les lieux abandonnés n'avaient pas besoin d'histoire pour être inquiétants. Pourtant, il y avait quelque chose qui semblait déplacé. Sur la rive est, là où le terrain plongeait abruptement, une formation géométrique rompait la logique du paysage. Trop de lignes droites, trop d'angles marqués. Ce n'était pas de la roche. Ce n'était pas une ruine suffisamment visible pour figurer dans les rapports officiels. Elle était partiellement submergée, recouverte de vases et de silence. Julien ne m'a pas abordé ce premier jour. Il installa son campement, prépara un repas simple et observa le lac s'assombrir à la tombée de la nuit. Le vent soulevait de petites vagues, mais le centre demeurait étrangement immobile. Aucun bateau ne traversait ses eaux, aucun bruit de moteur, seulement des insectes et parfois l'écho lointain des oiseaux. Cette nuit-là, en ajustant la tente, il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Une lumière. Cela ne venait ni de l'eau, ni de la forêt. C'était un bruit faible, jaunâtre, intermittent. Cela ne dura que quelques secondes et disparut. Julien attendit, immobile, comptant les secondes. Rien d'autre n'apparut. Il attribua l'événement à un reflet tardif, peut-être provenant d'un village éloigné. Il mémorisa néanmoins l'endroit précis où la lumière était apparue, près de la formation submergée. Le lendemain matin, la curiosité l'emporta sur la routine. Équipé de bottes et d'une corde, Julien longea la berge jusqu'à l'endroit le moins profond. L'eau était froide et trouble, mais suffisamment basse pour laisser apparaître une partie d'une structure en béton. Ce n'était pas qu'une simple base. Il y avait des parois, un angle intérieur, une étroite ouverture presque entièrement obstruée par les sédiments. C'était un bâtiment. Ce n'était pas indiqué sur les cartes du barrage. Julien le savait car il les avait consultés avant d'accepter le poste dans la région. Les structures démolies avaient été répertoriées et documentées. Celles-ci ne figuraient dans aucun inventaire. Il passa la main sur la surface rugueuse du mur. Le béton était remarquablement bien conservé pour un bâtiment supposément abandonné depuis plus de 15 ans. On y voyait des traces de rouille récentes, des vis, une porte. Julien ressentit un malaise physique soudain, comme s'il avait franchi une limite invisible. Il n'y avait aucune raison pratique de poursuivre l'enquête, aucune obligation professionnelle, aucun ordre. Pourtant, il retourna à la camionnette et prit la lampe torche la plus puissante. C'est alors qu'il a trouvé le cadenas. Fixé à une grille métallique partiellement immergée, l'objet était rouillé, mais intact. Il n'était pas vieux, pas assez vieux. Le métal résistait encore à la pression. Quelqu'un avait verrouillé cette porte après l'inondation ou était revenu pour la maintenir fermée. Julien recula d'un pas.
En 1985, 3 enfants ont disparu dans la région durant l'été. Il s'agissait de 2 frères et d'une fillette d'une autre famille. Selon les derniers documents officiels, ils auraient été vus en train de jouer près de la vallée avant la construction du barrage. L'affaire a été classée comme une noyade accidentelle, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. Julien n'avait aucun lien personnel avec cette histoire. Il n'était ni chercheur, ni journaliste. Mais il connaissait suffisamment bien le fonctionnement des institutions pour savoir quand quelque chose avait été opportunément étouffé. Il passa le reste de l'après-midi à observer la structure à distance, comme si elle pouvait se déplacer si on la laissait sans surveillance. Aucun autre campeur n'apparut. Aucune voiture ne passa sur le chemin de traverse. Le lac demeurait isolé, gardien de ce qui avait été oublié ou caché. À la tombée de la nuit, la lumière s'est rallumée. Cette fois, il n'a pas cligné des yeux. Elle brilla intensément pendant quelques secondes, provenant clairement de l'intérieur de la structure submergée, filtrée par l'eau et le béton. Julien sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un réflexe. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un, ou quelque chose, avait accès à cet endroit, et il a gardé la porte verrouillée. Les jours suivants, le lac Saint-Aubin commença à se manifester plus concrètement. Julien comprit que le silence n'était pas une absence de vie, mais un équilibre fragile. Les pêcheurs n'apparaissaient qu'à l'aube et repartaient avant la fin de la matinée. Les habitants des villages voisins évitaient la rive orientale, préférant des sentiers plus longs pour traverser ce secteur. Interrogés avec désinvolture, ils répondaient par des esquives, des phrases incomplètes ou des changements de sujet soudains. Julien décida de se rendre à Montferrand, le village le plus proche encore habité avant l'inondation partielle de la vallée. Il y restait à peine plus de 200 habitants, pour la plupart âgés. Les maisons, construites en pierre claire, suivait un modèle ancien, avec des fenêtres étroites et d'épais rideaux. Le bar du village faisait office de point d'information principal, bien que personne n'y fût digne de confiance. Le gardien, un homme d'âge mûr nommé Luc Bernard, reconnut presque immédiatement Julien comme campeur. Il n'était pas hostile, mais garda une distance polie. Il fit une remarque sur le temps sec, le vieux barrage et le fait que le lac n'aurait jamais dû être aussi profond. Il évita cependant toute mention directe des enfants disparus, même lorsque Julien évoqua délibérément l'année 1985. La résistance ne découlait pas d'une peur immédiate, mais d'une vieille habitude. Parler du passé semblait une infraction sociale tacite. Julien remarqua qu'on n'évoquait pas les noms. Les événements étaient décrits sans date. Les phrases s'achevaient toujours avant d'avoir atteint leur point principal. À la mairie, les archives étaient rares. Certains documents avaient été transférés à Dijon lors de la réorganisation administrative des années 1990. Il ne restait que des copies en mauvais état, des rapports de synthèse et des communiqués officiels concernant l'évacuation de la vallée. Aucune mention précise du bâtiment que Julien avait trouvé submergé, seulement des allusions génériques à des installations auxiliaires. Le barrage de Saint-Aubin a été construit dans l'urgence politique. La région avait besoin d'énergie, et le projet a été accéléré suite à des coupes budgétaires dans d'autres secteurs. Ingénieurs sous-traitants, contrats fragmentés, supervision incohérente. Julien connaissait bien ce genre de situation. Des ouvrages apparaissaient sans documentation complète. Certains disparaissaient des archives avant même d'être achevés. Parmi les rares noms qui revenaient régulièrement dans les archives, un se distinguait, Étienne Ravel. Il était désigné comme responsable des inspections techniques durant les derniers mois, précédant le remblayage de la vallée. Il n'était pas ingénieur en chef, mais disposait d'une autonomie suffisante pour approuver les modifications d'urgence. Après 1986, son nom a disparu de tous les documents locaux. Julien a trouvé une référence à Ravel dans un vieux journal régional, conservé à la bibliothèque de Montferrand. L'article parlait d'un technicien expérimenté, embauché temporairement pour superviser des installations sensibles près du barrage. Aucune photographie n'accompagnait le texte. Seule une vague citation évoquait la sécurité et les délais.
D'autres personnages gravitaient autour du passé du lac. Madeleine Fournier, ancienne institutrice de l'école engloutie, vivait toujours au village. On la connaissait pour sortir rarement de chez elle. On disait qu'elle avait perdu un élève durant l'été 1985, bien que les archives officielles indiquent que 3 enfants avaient disparu à différentes périodes. Cette divergence n'a jamais été élucidée. Julien tenta d'entrer, mais ne trouva qu'une porte close et des rideaux toujours tirés. Il remarqua cependant des marques récentes sur le seuil, comme si quelqu'un y entrait et en sortait fréquemment. La maison n'était pas abandonnée, seulement isolée. L'antagonisme de l'histoire ne s'est pas manifesté directement sous forme humaine, mais comme un ensemble de décisions accumulées. Le lac était le fruit de choix politiques. Le silence des habitants résultait d'accords tacites. La structure submergée représentait un passé qu'il valait mieux oublier, mais qui n'a pas été complètement effacé non plus. Julien partageait désormais ses journées entre le camp et le village. Chaque interaction révélait de petites failles dans le récit officiel. Une remarque interrompue, un regard qui s'attardait trop longtemps lorsqu'on évoquait le lac, un verre resté intact quand la conversation abordait l'année 1985. Il commença également à remarquer des changements dans les environs. Le niveau de l'eau continuait de baisser, dévoilant davantage le bâtiment. Une seconde entrée latérale devint visible. Des marques dans le béton indiquaient une utilisation continue pendant des années après l'inondation. Il ne s'agissait pas de marques d'abandon, mais d'un entretien minimal. La nuit, Julien consulta de vieilles cartes et des photographies aériennes disponibles dans les archives publiques. Aucune ne montrait clairement le bâtiment. C'était comme s'il avait été délibérément omis. Cela relevait de la coordination et non de la négligence. Le monde autour du lac commençait à se dessiner comme un puzzle incomplet. Chaque pièce, prise isolément, semblait insignifiante, mais ensemble, elles formaient une image troublante. Il ne s'agissait pas seulement d'enfants disparus. Il s'agissait de quelque chose de construit pour rester caché, protégé non seulement par l'eau et le béton, mais aussi par le confort collectif. Julien comprit que sa présence commençait à être remarquée. Luc Bernard se mit à le surveiller de plus près. Un matin, une voiture inconnue se gara près du camping et repartit sans explication. Rien de flagrant ne se passait, mais l'anonymat s'amenuisait. Le lac n'était pas qu'un décor, c'était un mécanisme, un lieu où les vieilles décisions avaient encore cours. Julien s'y trouvait désormais, même sans en comprendre pleinement les règles. Et chaque pas en avant rendait la retraite sans laisser de traces plus difficile. La présence de Julien commença à produire des effets visibles, même sans confrontation directe. Le 3e matin consécutif, il découvrit des traces de pneus récentes près du sentier menant au lac, chose inhabituelle pour un secteur évité par les habitants. Aucun signe de vandalisme ni de menace explicite, seulement des indices de surveillance. Il réagit avec pragmatisme, modifiant ses horaires et dissimulant mieux son matériel, maintenant ainsi le campement fonctionnel mais discret. Le second accès latéral à la structure submergée devint son principal centre d'intérêt. Le niveau de l'eau étant plus bas, il était possible de s'y rendre à pied sans nager. L'ouverture était partiellement enfouie, mais portait des traces évidentes d'une utilisation récente, sédiments déplacés, empreintes de bottes et restes de cordes synthétiques. Julien ne tenta pas d'y pénétrer. Il se contenta de documenter chaque détail, prenant des photos et relevant les coordonnées. Au village, le changement de comportement fut progressif, mais constant. Les conversations cessèrent dès qu'il entra dans le bar. Luc Bernard se mit à le servir sans un mot de plus. L'atmosphère n'était pas hostile, simplement distante. Julien comprit qu'il n'avait pas affaire à un adversaire isolé, mais à un consensus silencieux. Après consultation des archives à Dijon, Julien a confirmé que certains éléments du projet de barrage avaient été classés comme infrastructures complémentaires. Cette classification permettait de soustraire les plans détaillés à la consultation publique. Le nom d'Étienne Ravel réapparaissait, associé cette fois à un addendum technique non numérisé. Ce document avait été demandé à plusieurs reprises au fil des ans, toujours en vain. La tension monta.
lorsque Julien revint au camp et trouva la tente ouverte. Rien n'avait été volé. Ses affaires étaient intactes, bien que déplacées. La lampe torche était sur la table de fortune. Les cartes avaient été feuilletées. Quelqu'un voulait lui faire savoir qu'il n'était pas seul. Cette nuit-là, la lumière à l'intérieur de la structure ne se fit pas entendre. À la place, un bruit métallique résonna brièvement sur le lac, comme le claquement d'une grille. Julien enregistra le son à distance, conscient de la fragilité de la preuve, mais de sa nécessité. Le lendemain, Madeleine Fournier l'aborda pour la première fois. Ce n'était pas chez lui, mais à l'épicerie du village. Elle n'évoqua pas directement le lac. Elle dit seulement que certaines choses enfouies restaient dangereuses, même oubliées. Avant que Julien n'ait pu répondre, elle partit. Cette rencontre confirma ses soupçons. Madeleine n'en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Il décida de retourner chez elle au crépuscule, mais trouva de nouveau la porte close. Cette fois-ci, cependant, il entendit des pas à l'intérieur. Il n'insista pas. La structure immergée commença à dévoiler de nouveaux détails. Une étroite fenêtre, renforcée par des barreaux intérieurs, émergea partiellement. L'endroit ne ressemblait pas à une pièce ordinaire. Sa forme évoquait celle des structures de confinement. Julien reconnut des motifs utilisés dans les structures d'isolement temporaire, courantes dans les projets industriels sensibles. L'eau continuait de se retirer, accélérant le processus de mise à nu. Cette situation créait une urgence. Quiconque souhaitait dissimuler le site disposait de peu de temps avant que la structure ne devienne visible aux yeux des curieux ou des autorités environnementales. Julien a commencé à recevoir des appels silencieux sur son portable. Le numéro était masqué. Aucun message n'était laissé. Les appels avaient toujours lieu la nuit, à intervalles irréguliers. Il éteignait son téléphone, mais notait les horaires. Le conflit prit une tournure concrète lorsqu'une voiture bloqua la route secondaire au crépuscule. Le conducteur ne sortit pas. Le véhicule resta là quelques minutes, phares éteints, avant de repartir. Julien ne put relever la plaque d'immatriculation. À chaque nouvel événement, l'étau se resserrait. Aucune violence, seulement une pression calculée. Julien comprit que sa plus grande menace n'était pas physique, mais bureaucratique. Un accident, une fausse accusation, une disparition plausible. Il songea à partir. Techniquement, rien ne le retenait. Cependant, le schéma était trop évident pour être ignoré. Les enfants ne s'étaient pas simplement noyés. Quelque chose avait été construit, utilisé et tenu secret pendant des années. Julien décida d'agir avant d'en être empêché. Il prépara le matériel nécessaire pour documenter l'intérieur du bâtiment dès que l'accès serait possible. Il ne cherchait pas la confrontation, mais simplement à rassembler suffisamment de preuves pour briser le silence institutionnel. Le conflit était désormais clairement défini. D'un côté, un homme ordinaire au passé trouble. De l'autre, un système entier fondé sur des omissions. Et le lac, au centre, continuait de se retirer, révélant lentement ce qui n'aurait jamais dû être dévoilé. La routine de Julien commença à se structurer autour de petites décisions stratégiques. Il ne se cachait pas complètement, mais il ne s'exposait pas non plus. Il alternait ses horaires, changeait d'itinéraire et évitait de s'attarder trop longtemps au même endroit. Cette prudence eut un effet inattendu. Il commença à remarquer des schémas qui lui seraient passés inaperçus auparavant. Différentes personnes observaient le lac à différents moments, toujours de loin, toujours sans interagir les unes avec les autres. L'une de ces personnes était un homme âgé qui se promenait chaque matin avec son chien le long de la route surélevée. Il ne s'approchait jamais de l'eau, mais s'arrêtait toujours au même endroit, le regard fixé sur la structure submergée. Julien découvrit qu'il s'appelait Henri Valois, un ancien conducteur d'engin ayant travaillé sur le chantier du barrage. Officiellement, il avait pris sa retraite en 1984, avant la phase finale du projet. Officieusement, les habitants disaient qu'il en savait trop. Julien tenta une première fois de l'approcher, mais Henri changea de direction sans un mot. Pourtant, il laissa tomber délibérément quelque chose. Un petit porte-clés rouillé,
sans clé, juste l'anneau marqué d'une encre bleue délavée. Julien ramassa l'objet et comprit que le marquage correspondait à des codes utilisés dans d'anciennes installations techniques. Ce n'était pas une preuve, mais une invitation silencieuse. Une autre intrigue secondaire commença à se tisser autour de Luc Bernard. Le barman se mit à faire des remarques en apparence banales, mais toujours pertinentes. Il parlait d'inspections environnementales, de touristes curieux causant des problèmes, d'accidents survenant dans des endroits isolés. Il ne menaçait pas, mais il préparait le terrain. Julien comprit que Luc servait de point d'observation informel, quelqu'un qui transmettait des informations sans paraître impliqué. Entre-temps, Madeleine Fournier réapparut indirectement. Une enveloppe fut déposée sous le pare-brise de la camionnette de Julien, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille copie d'une liste scolaire datée de juin 1985. 3 noms étaient entourés à la main. L'écriture était ferme, mais irrégulière. Aucune explication n'accompagnait le document. La liste confirmait un point crucial. Les 3 enfants avaient été ensemble le même jour, contredisant la version officielle de disparition séparée. Cela changea radicalement l'interprétation des faits. Julien comprit qu'il n'était plus confronté à une simple négligence administrative, mais à un récit construit de toutes pièces. La pression du temps s'est accrue lorsque la ville a annoncé une inspection environnementale d'urgence du lac, motivée par la sécheresse extrême. Cette inspection pouvait en théorie révéler la structure submergée. En pratique, Julien soupçonnait qu'elle servirait à justifier des interventions rapides et ciblées. Si le site était de nouveau inondé ou détruit avant d'avoir été documenté, toute l'enquête serait vaine. Julien a tenté de contacter une journaliste indépendante à Dijon, spécialisée dans les reportages environnementaux. La réponse fut prudente. Elle a demandé des preuves concrètes avant toute intervention. Sans accès à l'intérieur du bâtiment, Julien n'en avait toujours pas assez. Les intrigues secondaires commencèrent à se rejoindre lorsque Henri Valois réapparut au crépuscule, cette fois sans le chien. Il s'approcha suffisamment pour être vu et désigna discrètement la rive ouest du lac, où un ancien chemin de service émergeait à marée basse. Puis il disparut. Julien comprit le message. Le sentier menait à un endroit oublié de la vallée, recouvert d'une végétation récente. Là, Julien découvrit les vestiges d'un corps de garde, démantelé à la hâte et enfoui sous terre. Des traces de béton brisé et des fragments de métal, identiques à ceux de la structure submergée, y étaient visibles. Cela indiquait que le bâtiment n'était pas isolé, mais faisait partie d'un ensemble plus vaste. Chaque nouvelle découverte complexifiait le conflit principal. Il ne s'agissait plus seulement d'un espace caché, mais d'une opération coordonnée impliquant ouvriers, autorités locales et un silence collectif. Les intrigues secondaires n'ont pas perturbé le récit, mais l'ont rendu plus dense et plus difficile à réduire à un seul coupable. Julien a pris conscience de l'ampleur de cette réaction en chaîne lorsqu'il a reçu une notification officielle, l'informant que le camp devait être démantelé sous 48 heures pour des raisons de sécurité environnementale. L'ordre était légitime, mais le délai était trop court pour être une coïncidence. Le temps était devenu l'ennemi le plus immédiat. Les intrigues secondaires se resserraient désormais autour de l'axe central du récit, contraignant Julien à un choix inévitable. Soit il osait sonder la structure et révéler ce qui était caché, soit il serait éliminé avant que la vérité n'éclate. L'ordre d'expulsion avait transformé la tension latente en une urgence concrète. Julien avait moins de 2 jours avant l'arrivée des agents environnementaux, accompagnés de représentants de la mairie, au lac. Il savait que l'inspection n'avait pas pour but d'enquêter, mais de clore le dossier. Tout indiquait que la structure serait de nouveau submergée, scellée ou déclarée inexistante. Il n'était plus question d'hésiter. Le soir même, Julien décida d'y aller. Il attendit que la température baisse et que le village s'endorme. Il éteignit son téléphone portable, laissa la camionnette prête pour un court trajet et n'emporta que l'essentiel, une lampe torche, un appareil photo, une corde et une petite trousse à outils.
Le niveau de l'eau était suffisamment bas pour permettre un accès direct à la seconde pointe, partiellement dissimulé par la végétation et l'ombre. Le cadenas n'était pas vieux, il n'a fallu que quelques minutes pour le forcer. Le bruit métallique semblait assourdissant dans le silence absolu, mais personne ne répondit. Julien poussa le portail et entra. L'intérieur du bâtiment était sec et exceptionnellement bien conservé. Le béton ne présentait aucune fissure importante. Des traces de nettoyage récent étaient visibles. Le couloir, étroit, desservait 3 pièces communicantes. Aucune ne ressemblait à un entrepôt ou à un local technique classique. Les murs étaient renforcés et les portes intérieures étaient munies de serrures extérieures. Dans la première pièce, Julien découvrit des matelas d'enfants empilés les uns sur les autres, recouverts de bâches en plastique délabré. Il y avait des jouets simples, sans étiquette, et une étagère avec des bouteilles d'eau vides. Tout était trop bien rangé pour avoir été abandonné par hasard. La deuxième pièce contenait un tableau fixé au mur. Des dates, des chiffres et des initiales y étaient inscrits à la craie. Julien reconnut 3 initiales. Elles étaient les mêmes que celles figurant sur la liste scolaire envoyée par Madeleine Fournier. Les dates correspondaient aux jours précédant l'inondation de la vallée. Le choc fut physique. Il n'y avait plus de place pour le doute. Les enfants étaient retenus là. Dans la 3e pièce, la découverte fut définitive. Il y avait une armoire métallique verrouillée. Julien l'ouvrit de force et y trouva des dossiers sous plastique. À l'intérieur se trouvaient des rapports techniques, des autorisations temporaires et des évaluations psychologiques d'enfants. Tous signés par Étienne Ravel. Les documents décrivaient l'établissement comme une unité d'observation comportementale temporaire. Aucune mention n'était faite du consentement familial. Seuls des codes administratifs et des justifications d'urgence liées aux risques sociaux et à l'instabilité communautaire étaient mentionnés. Les enfants étaient traités comme des variables. Julien comprit alors la véritable nature de cette hostilité. Il ne s'agissait pas d'un crime impulsif, mais d'une expérience autorisée, dissimulée sous le poids de la bureaucratie. Le barrage avait servi de solution finale. L'inondation avait effacé l'espace physique, tandis que les archives avaient été fragmentées et dispersées. Le tournant n'a pas seulement été la découverte, mais la révélation que tout avait été planifié pour disparaître sans bruit. Pendant qu'il prenait des photos, Julien entendit des pas dehors. Il n'était pas pressé, mais ferme. Quelqu'un avait anticipé cette entrée. Il éteignit sa lampe torche et se cacha derrière la porte. La lumière extérieure inondait le couloir. Une silhouette se dessina. Ce n'était ni un fonctionnaire, ni un habitant curieux. C'était Henri Valois. Le vieil homme entra avec difficulté, portant une faible lampe de poche. Ses mouvements étaient hésitants, mais déterminés. Quand Henri remarqua Julien, il ne laissa paraître aucune surprise. Il referma simplement la porte derrière lui. Il ne dit rien. Il se dirigea vers la 2e pièce et effleura le tableau noir avec précaution, comme on inspecte un tombeau. Puis il désigna les documents que Julien tenait à la main et fit un geste clair. « Prenez tout !» Henri n'était pas un complice direct. Il était un témoin tardif, un exécutant qui a suivi les ordres sans en comprendre toute la portée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il est resté. Les autres étaient partis. Étienne Ravel avait disparu, les enfants aussi. Avant de partir, Henri sortit une petite clé de sa poche et la tendit à Julien. Il lui indiqua le fond de la 3e pièce. Une trappe était dissimulée sous une plaque de métal. Julien l'ouvrit et découvrit un étroit passage menant à une pointe du lac, invisible depuis la rive principale. La structure comportait des issues de secours. Elle était conçue pour les situations d'urgence. Henri partit sans se retourner. Julien s'échappa quelques minutes plus tard, emportant avec lui suffisamment de preuves pour anéantir la version officielle. Le lac demeura silencieux, mais quelque chose avait changé à jamais. Le secret avait été révélé. L'équilibre rompu. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte faite, mais aussi dans le fait que le silence avait finalement perdu toute raison d'être. La sortie de Julien par le passage secondaire ne mit pas fin au danger immédiat.
En atteignant la rive ouest du lac, il constata que l'environnement avait changé, non pas physiquement, mais dans la façon dont il semblait réagir à sa présence. Le silence persistait, mais il était désormais empreint d'une certaine attente. Il suivit la végétation dense jusqu'à rejoindre l'ancien sentier et regagna le camp avant l'aube, évitant les routes et les clairières. À son arrivée, il constata que la camionnette était intacte, mais entourée d'empreintes de pas récentes. Quelqu'un était passé par là en son absence. Julien n'hésita pas une seconde. Il organisa le matériel recueilli, en fit des copies de sauvegarde sur différents appareils et cacha certains documents dans un compartiment improvisé sous le plancher du véhicule. Les preuves ne pouvaient pas disparaître avec lui. Au lever du soleil, le village avait déjà changé d'aspect. 2 voitures officielles étaient garées près de la mairie. L'inspection environnementale avait été avancée. Julien comprit que sa marge de manœuvre se réduisait comme peau de chagrin. Luc Bernard apparut au bord du lac, pour la première fois depuis le début du récit. Il ne s'approcha pas de l'eau, mais resta là, observant Julien à distance, les bras croisés, le visage impassible. Il ne cherchait plus à dissimuler sa véritable nature. La neutralité était rompue. D'autres habitants arrivèrent peu à peu, gardant leur distance, comme si chacun jouait un rôle précis à cet instant. Julien décida d'agir avec prudence. Il n'affronta personne. Emportant seulement l'équipement essentiel, il se dirigea vers la route principale, prévoyant d'atteindre Dijon avant toute démarche officielle. Cependant, il fut intercepté avant de quitter les lieux. Un représentant de la mairie lui a demandé de rester disponible pour des précisions. Le ton était poli, mais ferme. Julien comprit qu'il ne s'agissait pas d'une invitation. Il accepta, gagnant du temps pour réfléchir à d'autres solutions. Les réactions commencèrent à se répandre de manière inégale. Madeleine Fournier fut vue quittant sa maison pour la première fois depuis plusieurs jours, se dirigeant lentement vers l'église du village. Elle y resta des heures, assise en silence. Henri Valois ne réapparut jamais. Certains disaient qu'il avait été emmené par des proches le matin même, d'autres affirmaient qu'il avait tout simplement disparu. L'inspection du lac fut rapide et superficielle. Les techniciens délimitèrent des zones, prirent des mesures et évitèrent la rive est. Julien observait tout à distance, conscient que la structure submergée n'avait jamais été mentionnée. C'était comme si elle n'existait pas. Cependant, quelque chose avait mal tourné. Un des techniciens environnementaux, un jeune homme, remarqua des signes récents d'accès illégal. Il posa des questions. Les réponses furent vagues. Le doute s'installa. Julien parvint à contacter le journaliste de Dijon depuis une cabine téléphonique. Il ne lui expliqua pas tout. Il se contenta de dire qu'il possédait des documents, des enregistrements et un accès à un site illégal lié à un ancien projet d'État. Il organisa une rencontre pour le lendemain, hors de la région. La conversation fut brève, mais suffisante pour susciter un réel intérêt. Les conséquences personnelles commencèrent à peser lourd. Julien fut suivi plus ouvertement. Une voiture l'accompagna jusqu'à une station-service. Une autre resta garée près de l'endroit où il avait passé la nuit. Il n'y avait pas de violence, juste une présence constante, calculée pour lui causer une détresse psychologique. Parallèlement, le niveau du lac continuait de baisser. Des parties de la structure étaient déjà visibles depuis la rive, impossible à ignorer plus longtemps. Face aux preuves matérielles, les tentatives de confinement institutionnel commençaient à échouer. Luc Bernard s'approcha de Julien au crépuscule. Il n'y avait pas de menace directe, juste un avertissement voilé sur le fait que certaines vérités ne produisent pas la justice, mais seulement des dommages collatéraux. Julien écouta sans répondre. Il savait que c'était là l'expression ultime d'un consensus silencieux. La conséquence la plus importante, cependant, fut intérieure. Julien cessa de se considérer comme un simple observateur extérieur. En intégrant la structure, il avait franchi un point de non-retour. Désormais, il faisait partie intégrante de l'histoire qu'il cherchait à effacer. Sa sécurité dépendait de la révélation du secret avant qu'il ne soit neutralisé. Cette nuit-là, il dormit peu. Il se prépara à partir à l'aube, sachant que l'occasion se refermait. Le lac, indifférent,
continuait de révéler ce qui avait été enfoui. Les réactions autour de lui n'étaient pas explosives, mais cumulatives. Chaque geste, chaque silence, chaque tentative de confinement indiquait que quelque chose de plus grand était sur le point de faire surface. Les conséquences étaient enclenchées, et il n'y avait aucun moyen de les arrêter sans confrontation. Julien quitta le lac Saint-Aubin avant l'aube et roula sans but précis pendant près d'une heure. Il avait besoin de prendre du recul pour faire le point. Pour la première fois depuis son arrivée dans la région, il n'agissait plus uniquement en réaction à son environnement. Il avait pris une décision claire, ne pas rebrousser chemin. Ce choix marqua le début d'une transformation qui ne découlait pas d'un courage soudain, mais d'un épuisement moral. Il s'arrêta sur une aire de repos près de l'autoroute et examina tous les éléments recueillis. Photographies, enregistrements, documents numérisés. Il organisa les fichiers de manière logique, en créant des copies de sauvegarde et en envoyant une partie du contenu sur un serveur distant. Il n'était pas un enquêteur expert, mais il comprenait les systèmes, les processus et les vulnérabilités. Il sut tirer parti de ses connaissances. Julien passa la journée à errer d'une petite ville à l'autre, évitant les itinéraires habituels. Il acheta un téléphone jetable, changea de vêtements et se débarrassa de tout objet pouvant le relier directement au camp. Chaque geste était pragmatique, sans fioriture. Il ne se voyait pas comme un héros, mais simplement comme quelqu'un qui réduisait les risques. Cette évolution n'était pas d'ordre émotionnel à proprement parler. Elle se manifestait par une plus grande assurance dans ses actions. Auparavant, il observait. Désormais, il agissait. Auparavant, il évaluait les possibilités. Désormais, il choisissait sa voie et en assumait les conséquences. La rencontre avec le journaliste eut lieu dans un café animé de la périphérie de Dijon. Julien ne révéla pas toute l'histoire. Il apporta suffisamment d'éléments pour démontrer la cohérence et le sérieux de ses propos. Le journaliste expérimenté reconnut la gravité des faits. Il ne promit pas de publication immédiate, mais une vérification. Cela suffit. En quittant le café, Julien réalisa qu'il n'était pas suivi. Pour la première fois depuis des jours, il éprouva un soulagement bref, presque gênant. Il comprit que son exposition stratégique avait modifié l'équilibre. Se rendre visible avait été un risque, mais aussi une forme de protection. Les jours suivants, il continua à se déplacer. Il observait discrètement les réactions des institutions. Un communiqué générique concernant des structures anciennes non répertoriées parut sur un site web régional. Aucune reconnaissance de culpabilité, aucune mention d'enfant. Pourtant, c'était une faille. Julien retourna mentalement au lac à plusieurs reprises. Non pas avec culpabilité, mais avec lucidité. Il comprenait que sa motivation initiale avait été la curiosité, voire une forme d'évasion personnelle. À présent, c'était la responsabilité qui l'animait. Il ne recherchait pas une justice abstraite, mais à mettre fin au silence qui perdure. Henri Valois ne réapparut pas. Son absence confirma le risque qu'il avait pris. Julien comprit que sa propre survie dépendait de sa capacité à aller de l'avant, et non de l'attente d'une reconnaissance ou d'une protection. La démarche s'est concrétisée lorsque Julien a décidé de contacter une organisation indépendante de défense des droits humains spécialisée dans les archives historiques et les disparitions forcées. Il leur a transmis une partie des documents, sans dramatisation, en se basant uniquement sur les faits. Il n'a pas demandé de réponse immédiate. Il s'est contenté de les documenter. À chaque étape, il devenait moins réactif et plus stratégique. L'improvisation naïve n'avait plus sa place. Il acceptait que la vérité, pour émerger, exigeait une méthode. Julien devait aussi faire face aux répercussions psychologiques différées. Les images de la structure lui revenaient par fragments. Les matelas, les dates sur le tableau, les rapports froids. Au lieu de le paralyser, ces éléments commencèrent à lui servir d'ancrage. Ils lui rappelaient pourquoi il ne pouvait pas abandonner. Grandir ne signifiait pas disparaître la peur. Cela signifiait vivre avec. Julien dormait moins, mais mieux. Il mangeait quand il le pouvait. Il conservait des routines minimales, de petites structures pour éviter de s'effondrer.
Lorsqu'un court article parut dans un journal numérique alternatif, évoquant des installations submergées et des failles administratives au barrage de Saint-Aubin, Julien sut que le processus était irréversible. Ce n'était pas encore toute l'histoire, mais c'était le point de départ de l'exposition. Il n'a pas fêté ça, il a simplement continué. Surmonter cette épreuve ne s'est pas traduit par une victoire immédiate, mais par un changement d'attitude. Julien cessa d'être un simple passant dans un lieu étranger et devint un acteur d'une rupture nécessaire. Il ignorait comment cela se terminerait. Il savait seulement qu'il ne reviendrait plus jamais à son état antérieur. Sa croissance fut complète lorsqu'il accepta qu'il ne maîtrisait pas le résultat, mais seulement ses actions. Et cela, dans ce contexte, suffisait pour aller de l'avant sans se retourner. Les jours précédant le dénouement furent marqués par une accélération constante. Julien avait le sentiment que le temps n'était plus neutre. Chaque décision précipitait désormais les événements, ne laissant aucune place au retour en arrière. La première prise de position avait fonctionné, mais elle avait aussi attiré une attention indésirable. Le fragile équilibre entre visibilité et protection commençait à se rompre. Le journaliste maintenait un contact régulier, les informant que d'autres professionnels s'intéressaient désormais au sujet. Historiens, juristes, experts en politique publique. Chaque nouvelle implication élargissait le champ de l'enquête, mais rendait aussi tout contrôle impossible. Julien comprenait que le processus dépassait désormais sa sphère d'influence. Pourtant, son rôle n'était pas terminé. L'Organisation de défense des droits humains a répondu à la première prise de contact. Elle a demandé un accès complet aux documents et a confirmé que des cas similaires s'étaient produits dans d'autres régions au cours des années 1980. Toujours sous de vagues justifications techniques. Cette confirmation n'a apporté aucun réconfort. Elle n'a fait que souligner l'ampleur du problème. Julien comprit que se préparer au dénouement ne consistait plus à recueillir des informations, mais à se positionner. Il devait décider où il se trouverait lorsque l'histoire exploserait. Rester caché signifiait perdre l'opportunité d'influencer le récit. S'exposer excessivement, c'était devenir une cible directe. Il a choisi un juste milieu. Il est retourné sur les lieux du lac, non pas pour enquêter, mais pour constater la situation. La structure submergée était déjà visible à l'œil nu depuis la rive. Des photos ont commencé à circuler sur les réseaux locaux. La mairie a publié un communiqué précipité annonçant des mesures de confinement et de sécurité. Ce ton défensif laissait transparaître une perte de contrôle. Julien logeait dans une modeste pension aux abords de Montferrand. Il ne se fit pas connaître. Il observait. L'activité s'était intensifiée. Des camions se garaient près du barrage. Des techniciens travaillaient avec une hâte manifeste. Tout indiquait une ultime tentative d'intervention avant l'arrivée des autorités. Les intrigues secondaires commencèrent à se dénouer. Luc Bernard ferma temporairement le bar. Madeleine Fournier fut aperçue en train de parler aux journalistes pour la première fois. Le silence général laissait présager un effondrement. Chaque personnage semblait choisir, même tardivement, le camp qu'il allait choisir. Julien s'était préparé à une confrontation indirecte. Il avait établi une chronologie précise, organisé les preuves de manière accessible et rédigé un récit objectif des événements, sans excès d'adjectifs. Son but n'était pas de convaincre par l'émotion, mais d'établir les faits. Il savait que le point culminant ne serait pas un événement isolé, mais une succession de réactions publiques. Une audience d'urgence fut convoquée à Dijon pour examiner les irrégularités constatées dans le projet de barrage. Julien fut appelé à témoigner à titre préliminaire. Il ne s'agissait pas d'une citation à comparaître formelle, mais d'une invitation qu'il était impossible de refuser. Accepter signifiait s'exposer totalement. Refuser, c'était perdre toute crédibilité. La veille de l'audience, Julien se rendit sur un point culminant surplombant le lac. Il observa les lumières artificielles se refléter dans les eaux peu profondes. La structure était partiellement entourée de rubans de signalisation. Il n'était plus possible de faire comme si elle n'existait pas. Il ressentait le poids accumulé de ses décisions, non pas comme un regret,
mais comme une responsabilité permanente. Le point culminant approchait, non pas dans des explosions, mais dans une convergence. Tout laissait présager un moment où les versions contradictoires seraient publiquement confrontées. Julien dormait peu, mais sans angoisse. Il se préparait mentalement aux questions, aux distorsions, aux tentatives de discréditer son rôle. Il savait que le système se défendrait par des arguments techniques. Il était prêt à répondre avec constance. Le lendemain matin, avant son départ, il reçut un bref message du journaliste. D'autres médias l'ont confirmé. Le voyage a lieu aujourd'hui. C'était le signe définitif. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Tout était prêt. Les pièces du puzzle étaient en place. Les intrigues secondaires résolues ou révélées. Le lac avait enfin cessé d'être un espace isolé pour devenir un point de ralliement national. Julien ne maîtrisait plus l'impact, seulement son attitude face à lui. Le point culminant ne serait pas physique, il serait institutionnel, public et irréversible, et il serait au cœur de tout cela lorsque la vérité éclaterait. À 1000 mots exactement, sujet 099. Climax. L'audience à Dijon commença discrètement, comme tant d'autres réunions administratives conçues pour passer inaperçues. La salle était spacieuse et froide, éclairée par de hautes fenêtres qui laissaient filtrer une lumière neutre, presque clinique. Julien était assis parmi des avocats, des techniciens et des représentants de l'institution qui évitaient de se regarder. Aucune hostilité manifeste, seulement une retenue calculée. Le premier rapport présenté traitait du barrage dans son ensemble. Graphiques, chiffres, justifications techniques. Le lac de Saint-Aubin y était décrit comme un projet réussi, malgré quelques défauts corrigés au fil des ans. La structure immergée, quant à elle, n'était mentionnée que comme un vestige non documenté de soutien logistique. C'est alors que Julien fut invité à prendre la parole. Il n'a pas commencé par des accusations. Il a présenté une chronologie objective en recoupant les documents officiels avec les dates réelles. Il a montré des photographies du bâtiment avant la tentative d'isolement. Il a présenté des rapports signés par Étienne Ravel. Les évaluations psychologiques des enfants ont provoqué la première réaction visible dans la salle. Un murmure contenu a parcouru les rangs. Un représentant du gouvernement régional a tenté d'interrompre la discussion, mettant en doute la validité des documents. Julien a répondu sans hausser le ton. Il a expliqué leur origine, les méthodes de conservation et les multiples copies de sauvegarde déjà distribuées. Il ne parlait pas en militant, mais en technicien habitué aux audits. Le moment décisif survint lorsque la journaliste demanda la parole. Elle ne présenta aucun élément nouveau. Elle se contenta de déclarer que l'affaire avait déjà été publiée dans 3 médias nationaux et un média international. Les images de la structure, désormais partiellement dévoilées, circulaient largement. Le silence n'était plus envisageable. Les tentatives de contrôle ont échoué les unes après les autres. Un conseiller a suggéré une confidentialité temporaire. Un autre a proposé la création d'un comité interne. Ces réponses ont suscité l'incrédulité immédiate. Le récit avait échappé au secret de l'audience. Julien remarqua le changement lorsque les regards se tournèrent vers lui non plus comme vers un intrus, mais comme vers un point de repère. Cela ne lui apporta aucune satisfaction, seulement de la clarté. Il était devenu le lien entre ce qui avait été caché et ce qui exigeait désormais des explications. La révélation finale est venue d'un endroit où on l'attendait le moins. Un ingénieur retraité, présent en tant que consultant, a demandé la parole. Il a confirmé avoir travaillé sous la direction d'Étienne Ravel en 1985. Il a déclaré que l'installation avait existé, qu'elle avait été présentée comme temporaire et que l'inondation permettrait de résoudre les problèmes éthiques. Ces paroles furent brèves, mais sans équivoque. Le dénouement ne fut pas marqué par des cris ou des aveux spectaculaires. Ce fut un effondrement institutionnel, silencieux. Les autorités comprirent que toute tentative de confinement ne ferait qu'aggraver la situation. L'audience fut suspendue. Des enquêtes externes furent annoncées. Dehors, les journalistes attendaient.
Julien partit sans escorte, traversant un couloir où s'accumulaient des questions. Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de confirmer l'authenticité des documents et s'éloigna. La transformation du protagoniste devint alors manifeste. Il ne chercha ni à disparaître, ni à s'ériger en figure dominante. Il resta disponible, conscient que l'histoire exigeait désormais de la continuité, non du spectacle. Le conflit central fut résolu. Le système qui avait imposé le silence fut contraint de se dévoiler. Il n'y eut pas de justice immédiate, mais une rupture irréversible s'opéra. Les enfants cessèrent d'être des numéros oubliés et devinrent des noms reconnus publiquement. Julien s'éloigna de la foule et erra sans but pendant quelques rues. Il ressentait le poids physique de la faim. Non pas un soulagement total, mais une véritable fatigue. Le point culminant n'avait pas été un aboutissement, mais une révélation définitive de la vérité. Il savait que rien ne pourrait lui rendre ce qui avait été perdu. Pourtant, le silence ne suffirait pas. Et c'était, à cet instant précis, la seule solution envisageable. Les semaines qui suivirent l'éclatement public de l'affaire Saint-Aubin furent marquées par un mouvement lent mais irréversible. Des enquêtes officielles furent ouvertes au niveau régional et national, non pas avec l'enthousiasme d'une réparation morale, mais avec la prudence d'institutions soucieuses de gérer les dégâts. Julien suivit tout cela de loin, conscient que son rôle actif était terminé, même si les conséquences continuaient de se manifester. L'ouvrage submergé a été officiellement reconnu. Des équipes indépendantes ont confirmé sa fonction, sa période d'utilisation et l'existence de documents délibérément omis des archives publiques. Le barrage a cessé d'être considéré comme un simple projet d'infrastructure et a commencé à être analysé comme un instrument de dissimulation. Des rapports ont émergé, établissant un lien entre les décisions techniques et les choix politiques opérés sous la pression dans les années 1980. Les noms des 3 enfants ont finalement été mentionnés dans les communiqués officiels, non plus comme des victimes abstraites, mais comme des individus. Des cérémonies discrètes ont été organisées par les familles restantes, dont certaines n'avaient jamais reçu d'explication claire. Il n'y a pas eu d'excuses officielles immédiates, mais une reconnaissance tardive, qui pour beaucoup dépassait les attentes. Madeleine Fournier a témoigné devant une commission externe. Son témoignage, bref et décousu, n'en fut pas moins décisif. Elle a confirmé que l'école avait reçu l'ordre de ne pas consigner certaines absences, que les ordres verbaux avaient remplacé les documents écrits et que la crainte de représailles administratives avait engendré le silence collectif. Finalement, elle n'a pas demandé l'acquittement, mais a simplement déclaré avoir vécu pendant 15 ans avec une vérité qui n'était pas la sienne seule. Luc Bernard ferma définitivement le bar et quitta Montferrand. Aucune accusation formelle ne fut portée contre lui, mais son rôle d'intermédiaire informel était désormais connu du public. Le village connut une transformation progressive. Le lieu qui avait jadis fui son passé devint un terrain de chasse pour les journalistes, les chercheurs et les curieux. Le silence fit place à une surveillance pesante. Julien refusa les invitations à de longs entretiens. Il ne donna que les informations nécessaires pour clarifier les faits techniques. Il ne recherchait pas la reconnaissance personnelle. Il savait qu'une personnalisation excessive détournerait l'attention du système plus vaste qui avait permis la disparition des enfants. Sa contribution fut consignée dans les dossiers et cela lui suffisait. Il reprit le travail quelques mois plus tard, dans une autre région, avec un contrat différent. La routine semblait identique, mais elle ne l'était pas. Un changement subtil s'était opéré dans sa façon d'observer les environnements, les décisions et les omissions. Il était devenu plus attentif aux zones grises entre légalité et opportunisme, non pas en justicier, mais en observateur attentif des schémas récurrents. Le niveau du lac de Saint-Aubin fut ajusté de façon permanente. La structure fut isolée, documentée et préservée comme témoignage. Des débats s'élevèrent quant à son éventuelle transformation en mémorial ou sa démolition pure et simple. Aucune décision ne fut prise dans l'immédiat. Le lieu demeura une cicatrice visible, réfractaire à toute solution rapide.
Les conséquences, à long terme, ont commencé à se manifester hors de la région. D'anciens projets ont été réévalués. Des archives oubliées ont été rouvertes. L'affaire a cessé d'être une exception et est devenue une référence, non pas parce qu'elle était unique, mais parce qu'elle a enfin été révélée au grand jour. Julien observa ces répercussions avec un détachement conscient. Il savait qu'il ne pouvait maîtriser la suite des événements. Je savais aussi que la vérité, une fois exposée au grand jour, ne se tait pas facilement. L'histoire ne s'est pas conclue par des châtiments exemplaires, ni par un sentiment de justice totale. Elle s'est achevée par une prise de conscience, une révélation des faits et une lente évolution structurelle. Les actions de Julien n'ont pas effacé le passé, mais elles ont empêché qu'il ne reste occulté. Au final, il ne restait plus que la conviction que certains lieux ne dissimulent pas seulement des choses, mais aussi des décisions. Et lorsque ces décisions émergent, elles bouleversent le destin de tous ceux qui les côtoient. Julien poursuivit son chemin, portant cette conscience comme une part intégrante de son parcours, sans héroïsme, sans regret, mais avec une responsabilité assumée. Des années plus tard, le lac de Saint-Aubin n'était plus seulement un plan d'eau, retenu par un barrage. Les visiteurs longeaient la rive où l'ouvrage demeurait visible, désormais cerné et silencieux. Une simple plaque énumérait 3 noms, sans longues explications. Julien passa une dernière fois sans rien dire à personne. Il observa, respira, puis s'en alla. Il n'éprouvait pas un sentiment d'apaisement total, seulement une continuité. Le lieu n'exigeait plus une vigilance constante. La vérité, une fois mise à nu, avait appris à se perpétuer, même entourée d'eau, de souvenirs et de l'oubli humain tenace. Rien ne fut complètement réparé, mais le silence ne régnait plus jamais sur cette vallée, oubliée des institutions alors officiellement responsables. Si ce récit a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une gêne, ne l'arrêtez pas là. Partagez votre interprétation, vos doutes et ce qui a retenu votre attention dans les commentaires. Les histoires comme celle-ci ne restent vivantes que lorsqu'elles sont discutées, questionnées et partagées collectivement. En vous abonnant à la chaîne, vous contribuez à maintenir cet espace actif pour des récits profonds, authentiques et essentiels. De nouveaux témoignages, des enquêtes narratives et des histoires marquantes continuent d'y être publiés. Votre participation renforce la mémoire, brise le silence et garantit que les histoires oubliées ne soient pas à nouveau ensevelies sous le poids du temps ou de l'indifférence. Faites vivre ce récit et aidez d'autres personnes à le découvrir dès aujourd'hui.